L'année passée a été marquée par un questionnement concernant la place du perfectionnisme dans mon art. Car d'un côté, il y a la quête du réalisme que je poursuis, et de l'autre, le perfectionnisme qui est presque inhérent à l'art réaliste. Donc j'ai essayé de mesurer l'étendue de la gangrène perfectionniste qui m'éprend, mais c'est assez complexe car j'ai l'impression qu'elle va bien plus loin que l'unique quête de réalisme, qu'elle est presque marquée dans ma rétine, qu'elle colore ma rétine, qu'elle marque les contrastes, que le moindre petit défaut, si petit qu'il soit, tranche avec le reste et m'empêche de ressentir la douceur, de ressentir l'appréciation. Et pour atteindre une certaine forme de réalisme, il me semble qu'il faut arriver à canaliser cet élan créatif, à le canaliser au profit de l'exactitude, au profit de la précision technique. Et le fait de canaliser cet élan créatif le tue presque dans l'œuf. Et dans des processus de création qui sont empreints de perfectionnisme, en général, l'élan créatif n'est là qu'au début pour donner une impulsion, mais la suite n'est qu'une forme de rectification de l'œuvre, n'est qu'une forme de peaufinage des détails. Et on passe son temps presque à justifier l'existence même de l'œuvre à travers le fait de retravailler les détails, parce que l'œuvre n'est comme pas suffisante en elle-même, il faut encore la travailler pour qu'elle arrive à, comme je le disais, avoir une existence suffisante. Mais la beauté ne se trouve-t-elle pas dans les détails ? Les ajouts subtils qui n'apparaissent pas aux yeux des spectateurs, mais qui captivent leur âme et qui attirent leur regard de manière inexplicable. Le perfectionnisme séduit et le diable se cache dans les détails. Je suis l'amante du perfectionnisme et je danse avec le diable pour espérer ne serait-ce que toucher la beauté du doigt. Je m'attelle à apprécier les contours de mes perceptions en amplifiant les aspects qui me semblent faire l'essence de l'objet, m'octroyant ainsi une certaine liberté d'interprétation, de légèreté dans l'appréciation du réel, pointant le doigt sur les détails qui font le charme de mes muses. Des lèvres pigmentées et intenses, des cernes colorant la fatigue qui coule de ses yeux, un teint blanchâtre, exacerbé, se confondant presque avec la feuille. La muse m'appartient désormais. J'ai longtemps été assez attachée à mon perfectionnisme comme à une forme de compagnon d'armes avec qui j'aurais vécu les pires épreuves, et je pense qu'il y a nécessairement un côté attachant car bien qu'il s'agisse d'un compagnon assez lourd, assez critique, il est tout de même attachant dans sa nature même et nécessaire tout simplement parce que j'aurais peur en le perdant de perdre ma capacité de jugement, de créer du lait, de créer des immondices sans même m'en rendre compte, et il s'agit d'une vision terrifiante. Pourtant, il y a un mot qui m'a tout de même fait douter quant au bien fondé de ce perfectionnisme, et il s'agit du mouvement. Et je dis cela car l'œuvre n'est que la continuité d'un mouvement, et les perfectionnistes ont tendance à être peut-être trop crispés, tendus, précis, et pourtant l'œuvre épouse l'élan des gestes, donc je trouve qu'une œuvre est d'autant plus belle lorsqu'elle a été créée avec de la souplesse, une forme de douceur, et cela se ressent dans l'œuvre, que ce soit dans le processus créatif même et dans l'œuvre finale.
Je perçois le processus créatif comme une danse dans laquelle notre création serait notre partenaire et nous n'en serions pas l'esclave. Car je me vois trop souvent le dos courbé sur mon bureau, les doigts crispés et cornés par la pratique, et je ne souhaite pas de ce rapport laborieux à la création. Je souhaiterais que tout soit plus fluide, que mon crayon glisse sur la feuille, que lorsque je regarde les dessins que je fais, notamment les dessins de visage, que leur regard me semble empreint d'humanité et non d'une certaine étrangeté. Mais il me semble que les œuvres que nous créons avec cette forme de légèreté, de douceur, sont à percevoir avec toute leur vitalité et non à analyser dans les moindres détails. En voulant libérer mon trait, je pensais qu'il fallait que je m'éloigne du style réaliste. Car la réalité est exigeante par ses contours, ses volumes, ses couleurs. Le coup de pinceau débridé éloigne l'œuvre de ce que notre regard perçoit. En dessinant ces roses, j'ai laissé aller mon poignet à ces vagabondages et aux glissements impromptus. J'ai ainsi remarqué plus de vibrance dans ma création, bien qu'elle semble moins réaliste que les autres. Il me semble que la nature peut se faire muse de différentes manières. Et pour ma part, j'aime être fidèle aux formes de ma muse, tout en ne me terrant pas dans un mensonge qui consisterait à croire que je peux retranscrire le réel, dessiner ses contours sur ma feuille. Non, je ne pense pas. Je pense en revanche qu'il y a un vide entre notre rétine et la nature. Et ce vide est à utiliser peut-être dans une appropriation telle une chambre à écho. Et cet écho que nous allons percevoir met en avant les dimorphismes de notre regard. Ces dimorphismes qui peut-être amplifient une couleur, un mouvement, et c'est ce regard vitreux de subjectivité qui va toucher autrui, car les autres vont se retrouver dans ces dimorphismes et vont peut-être également être touchés par cette couleur, par ce mouvement qui aura été amplifié, mais qui finalement sera plus proche de leur propre subjectivité. L'objectif de l'artiste est de retranscrire l'invisible dans le visible. Et c'est pour cela que je continuerai à réaliser des œuvres réalistes. Elles ne sont en aucun cas de pâles copies de la réalité. Elles endurent une double peine. Celle de devoir contenir un élan dans une forme stricte. Là où de nombreux artistes sortent du carcan du réalisme afin de pouvoir jouir sans entrave de l'expression de leurs émotions et sensations débridées, de la retranscription de leur perception subjective, de messages, tout ceci étalé sur la feuille, la toile ou la scène de manière aussi diverse qu'il existe de tonalités d'émotions. L'œuvre réaliste, elle, est un vase contenant tout ce qui a fait la spécificité d'un moment, gardant le visage de ce moment, tel un mirage. Un extrait de l'œuvre de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, illustre bien ce propos. « Maître, lui dit Porbus, j'ai cependant bien étudié sur le nu cette gorge, mais pour notre malheur, il est des effets vrais dans la nature qui ne sont plus probables sur la toile. » La réponse fut la suivante. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Tu n'es pas un vil copiste, mais un poète. Autrement, un sculpteur serait quitte de tous ses travaux en moulant une femme. Eh bien, essaie de mouler la main de ta maîtresse et de la poser devant toi. Tu trouveras un horrible cadavre sans aucune ressemblance. Et tu seras forcé d'aller trouver le ciseau de l'homme qui, sans te la copier exactement, t'en figurera le mouvement et la vie. Une main ne tient pas seulement au corps, elle exprime et continue une pensée qu'il faut saisir et rendre. Ni le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l'effet de la cause qui sont invinciblement l'un sans l'autre. Je me suis rendue au Louvre chercher l'inspiration pour ma prochaine création. Mon regard s'est posé sur Chryses, une sculpture du français Michel-Ange Slotz, datant de 1740. Ce vieillard m'a marqué par son air extatique.
Une sensation supérieure à sa piètre et vaine existence semblait le traverser. Je me suis mise en tête de retranscrire ce sentiment. Mon seul but était de créer la continuité du souffle de ce vieillard. Je manquais alors de technique, comme il s'agissait de ma deuxième œuvre après une Vénus de Millot miniature. Mais en récoltant les bons conseils et en transposant le même œil que je voue à mes dessins dans un espace tridimensionnel, la tâche semblait tout à coup devenir réalisable. Le tout était de se concentrer uniquement sur la ligne extérieure, la ligne séparant le bord de l'œuvre et le vide. Cette ligne étant la seule ne pouvant pas être leurrée par les effets de lumière et d'ombre. Puis tourner la création jusqu'à ce que cette ligne corresponde en chaque point aux lignes transposées. Car lorsque nous modifions cette ligne, nous modifions également les autres faces de notre création. Les malformations tournent donc en même temps que nous tournons notre potence. L'objectif étant de les amoindrir progressivement. Les vacances arrivant et l'atelier à l'enfermer, il était impératif que je finisse au plus vite. Il me restait alors toute la couronne de feuilles à faire. La gérante de l'atelier, voyant ma détresse, m'a gracieusement laissé l'atelier tous les matins durant la dernière semaine. Mon stress était à son apogée. Vais-je avoir le temps de finir et d'être satisfaite du résultat ? Mon perfectionnisme me rongeait. Je cauchemardais que ma sculpture se cassait à la cuisson. Mais cela ne pouvait pas être le pire. Le pire venait de mes mains. Les causes de destruction externe étaient bien plus simples à accepter que ma propre incompétence à atteindre l'idéal présent dans mon esprit. Néanmoins, cette date de fin m'a été bénéfique. Bien qu'il demeure un nombre infini de détails que j'aurais aimé changer, j'aurais encore davantage fusionné avec cette œuvre et associé chaque défaut de cette dernière à la continuité de mes propres insuffisances. Je suis donc partie, laissant cette création fragile aux aléas du four, non sans peine. Et puis je me suis progressivement détachée de cette œuvre, projetant mon élan créateur sur d'autres projets. J'ai par conséquent atteint le recul nécessaire me permettant enfin de l'apprécier, maintenant qu'elle est détachée de moi, qu'elle semble avoir pris vie dans son coin. Je l'aime comme j'aimerais l'œuvre d'un autre. La cuisson d'une création en terre cuite, l'impression d'une photo, l'ouverture des grands rideaux rouges dévoilant la danseuse, tous ces moments cristallisent l'œuvre. Ce moment délicat de la cuisson, à travers lequel la sculpture en terre passe d'une consistance malléable à une apparente solidité, illustre ce processus. La danseuse, dans la pudeur des coulisses, répète sans cesse les mêmes mouvements, jusqu'à la perfection, les pieds sanglants. La représentation, l'ouverture de ces imposants rideaux fige l'œuvre à jamais. Figeant les imperfections, le mouvement de l'entraînement permettait de les atténuer par un futur essai fantasmé. Un futur essai qui serait le dernier. Certainement, ou peut-être encore un autre, pour franchir le pas entre la création et la perfection. Ce pas divin permettant un sentiment de plénitude, d'achèvement, de mort sereine. Chez les perfectionnistes, ce sentiment de plénitude est conditionné par un horizon de si. L'œuvre d'une vie ne m'intéresse pas. Je préfère réaliser un certain nombre d'œuvres imparfaites plutôt qu'une grande œuvre qui finalement le serait également, mais qui se serait également liée à ma chair, à mon sang. Ces défauts seraient devenus miens. Et pour moi, l'œuvre d'une vie, il s'agit véritablement de la pire malédiction du perfectionnisme, et il s'agit à l'inverse également du perfectionnisme marqué au fer rouge sur le front. Lorsque je m'essaie à définir le perfectionnisme, il y a une phrase qui me vient en tête qui est que rien ne dépasse.
Et pourtant, lorsque j'observe la nature autour de moi, le printemps qui revient, ce printemps totalement fou qui déride l'hiver, et bien je me dis mais quelle sotte j'ai fait. Quelle sotte j'ai fait de vouloir contenir, de vouloir restreindre, de surinvestir certaines œuvres, et que finalement cela me coupe mon élan créateur, par peur d'une rature, par peur de quelque chose qui dépasse, et bien cet élan est coupé. Et je me dis mais pourquoi est-ce que je m'enferme dans des formes d'abstraction, de perfection, dans des lignes droites, dans des cercles, dans des formes qui sont finies, alors que la nature, même si elle a ses règles bien évidemment, eh bien il y a une sorte de folie qui émane de cette nature. Et j'aimerais imiter cette folie, j'aimerais ne pas être enfermée dans des sortes d'abstractions, de perfection humaine qui finalement me perdent au quotidien. Imitons la nature, imitons le printemps qui dans ses bourgeons, ses fleurs, ses poussins, ses germes, laisse proliférer la vie. Tous ne survivront pas, certes, mais tous naîtront, et bien que bossus ou tordus, ils ont leur place au sein de cette grande valse printanière. La nature est le musée des imperfections, mais elle regorge d'une telle vitalité que l'imperfection est portée au rang de beauté. Imaginons des dryades dansant et jouant de la musique dans la forêt. S'encombrerait-elle de la douleur engendrée par quelques fausses notes, elle qui vibre au rythme des crépitements du feu? N'est-ce pas la nature même de la joie d'enfanter d'une création lumineuse et irrégulière, cette irrégularité guidant les pas de la réjouissante insouciance? Préservons l'insouciance de notre enfance. Créons des formes irrégulières, des créatures bossues, boiteuses, aux couleurs étranges et vibrantes. Si l'on vous accuse pour cela, pointez la nature du doigt et dites « c'est elle qui a commencé ».